Projet Pinger, c'est le 9e épisode. Et le 10e épisode, comme tous les numéros pairs, sera consacré à une tentative d'exploration de Graal Flibuste, puisque jusqu'à présent, j'ai bien sûr progressé chronologiquement. J'ai lu et j'ai commencé à lire dans l'ordre de parution, de leur parution ou de leur écriture, ce qui n'est pas exactement la même chose, les différents livres de Robert Pinger. Donc le numéro 10, ça sera Graal Flibuste. Et Graal Flibuste, j'ai fini de le relire il y a 2 ou 3 jours, et je pense que la vidéo va me demander pas mal de préparation et d'énergie, donc là pour l'instant j'ai pas tout à fait le temps. Donc je me livre à une de ces vidéos interstitielles ou intermédiaires dont j'ai le secret. C'est la numéro 9, c'est une vidéo impaire, ça devrait être plus court. J'aurais pu parler d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de lectures en marge un petit peu du projet Pinger, mais en fait j'ai décidé de consacrer cette vidéo à 3 lectures de textes. Moi je ne vais pas beaucoup parler, je vais lire, je vais juste expliquer pourquoi ce sont ces textes-là que j'ai ramenés avec moi. C'est parce qu'en fait en relisant donc Graal Flibuste, on va dire qu'une des choses qui se produit dans ce projet de relecture des livres de Pinger, c'est le croisement permanent avec l'intertexte, avec des références, avec l'intertextualité, de manière beaucoup plus frappante d'ailleurs que dans mes premières lectures de Pinger. Je pense que dans les années 90, quand je lisais Pinger, certes j'étais d'abord en plein dans mes études, puis ensuite, on va dire encore pendant la thèse, le début de la carrière professionnelle d'enseignant-chercheur, mais j'ai lu Pinger non pas comme une sorte d'isolat ou de phénomène littéraire déconnecté du reste, mais en tout cas il y a un certain nombre de parentés ou de similitudes ou d'influences qui ne m'avaient pas frappé, puisque notamment j'ai lu une partie de ses premiers textes en dernier. C'est notamment le cas de Graal Flibuste, que j'ai lu tardivement en fait, que j'ai lu il y a qui est un des derniers Pinger en fait, que j'ai lu, je pense. Donc c'est assez amusant aussi de le relire dans l'ordre chronologique, parce que ça veut dire que je remets en place autre chose, un autre fonctionnement. Et du coup, en relisant Graal Flibuste, ce qui m'a vraiment frappé, c'est un certain nombre d'éléments de parodie, de reprise intertextuelle, et notamment un modèle qui serait un modèle picaresque, et plus spécifiquement que le modèle picaresque, le modèle du voyage sans but, de la pérégrination, d'un personnage principal et d'une personne qui l'accompagne et qui se trouve dans une situation de vallée. Alors dans Graal Flibuste, c'est un cocher, mais alors du coup c'est vrai que ça éveille un certain nombre de liens intertextuels. En lisant très rapidement, en parcourant très rapidement une partie de la littérature secondaire, j'ai appris ce que moi je ne savais pas ou que j'avais oublié, que Pinger considérait le Don Quichotte comme vraiment un des livres les plus importants. Ça n'est pas du tout étonnant, parce qu'il y a dans Graal Flibuste une reprise vraiment très minutieuse et très, j'allais dire presque systématique, sauf que Graal Flibuste est tout sauf systématique, mais une reprise en profondeur du quichotisme. Donc cette influence est tout à fait frappante. J'en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo consacrée au renard et à la boussole, la question du quichotisme. Ce qui m'a un peu étonné en lisant la littérature secondaire, c'est que par exemple, il y a un modèle qui est cité, bon, le modèle du neveu de Rameau, de Jacques le Fataliste et son maître, bon, ça c'est très présent, moi je connais mal Diderot, donc je pourrais difficilement en parler. On cite beaucoup aussi Sentimental Journey de Sterne, et en fait, moi, ce qui me frappe, c'est que le projet de Pinger tel qu'il le reprend, ce projet de dynamitage du sens, de dynamitage de la téléologie, de l'idée qu'on va aller vers un but, et Graal Flibuste est à de très nombreux égards un texte sans but, un texte sans ordre directionnel ou sans direction, ou un texte désorienté ou désorientant, ça rejoint beaucoup plus en fait Tristram Shandy. Alors j'étais assez frustré parce que je ne voulais pas tourner cette vidéo dans mon bureau, et d'ailleurs je ne la tourne pas dans mon bureau ici à la maison, je la tourne au salon. Je n'ai pas retrouvé, j'allais dire mes exemplaires de Tristram Shandy, parce que je sais que j'ai 2 exemplaires de Tristram Shandy. Eh bien, ils ont dû se manger l'un l'autre parce que je ne les retrouve pas. Bon, c'est un peu étonnant, je n'ai pas passé non plus des heures à les rechercher. Bon. Voilà, donc je ne lirai pas de Sterne aujourd'hui, ce qui est très symptomatique d'ailleurs, mais c'était pour expliquer par ce trop long préambule pourquoi, en lisant Graal Flibuste, il y a toute une partie de ma bibliothèque qui est venue un petit peu me traverser.
Donc j'ai repris aussi un certain nombre de livres, puis parfois c'est de l'ordre plus de l'association libre. Bien, donc c'était ce trop long préambule afin d'expliquer pourquoi je vais faire 3 lectures, et ces 3 lectures, en fait, je ne vais pas les expliquer, parce que sinon, pour le coup, ça va partir dans tous les sens. Alors il y a 3 auteurs avec moi, Cervantes, donc on va lire un extrait du Quichotte, qui me paraît particulièrement frappant dans la comparaison avec Graal Flibuste, un extrait de Henri Michaud, et puis un extrait de Ross Chambers, et ça sera en anglais, on en reparlera. C'est parti, je lis le Quichotte, chapitre 8 de la deuxième partie du Quichotte, c'est l'édition Pléiade. J'ai bien retrouvé mes 2 exemplaires du Quichotte en revanche, hein, mais j'ai pas retrouvé mes 2 exemplaires de Tristram Shandy. Donc Quichotte de la Manche, texte présenté par Michel Moner, traduit et annoté par Claude Allègre. Alors Claude Allègre, ça s'écrit AI au milieu et pas E accent grave. Ça n'est pas l'ancien ministre de l'Éducation et négationniste climatique. Jean Canavaggio et Michel Moner. Voilà. Don Quichotte et Sancho se retrouvèrent donc seuls, et à peine Samson se fut-il éloigné que Rocinante se mit à hennir et le grison à soupirer, ce qui fut considéré par le chevalier et l'écuyer comme de très bons signes et d'excellent augure. Quoique, pour dire la vérité, les soupirs et braiements du grison furent plus nombreux que les hennissements du roussin. Sancho en inféra que son sort serait bien meilleur et surpasserait celui de son maître, encore que je ne saurais dire s'il se fondait pour cela sur l'astrologie judiciaire, qu'il savait peut-être, car l'histoire n'en parle pas. On lui a entendu dire seulement, lorsqu'il trébuchait ou qu'il tombait, qu'il aurait bien aimé n'être jamais sorti de chez lui, car à trébucher et à tomber, on ne gagnait rien d'autre que chaussures abîmées ou côtes cassées. Et quoique sot, il n'était pas très loin, sur ce point, de la vérité. Don Quichotte lui dit « Sancho, mon ami, la nuit tombe et nous prend de vitesse, et il fait déjà beaucoup trop sombre pour que nous puissions espérer arriver avant qu'il fasse noir au Toboso, où j'ai décidé de me rendre avant de me lancer dans une autre aventure, afin d'y recevoir la bénédiction et la licence de l'incomparable Dulcinée. Une licence dont je pense et tiens pour assurer qu'elle me permettra d'achever et accomplir heureusement les aventures les plus périlleuses, car rien au monde ne rend les chevaliers errants plus courageux que d'avoir la faveur de leurs dames. » « Je veux bien le croire, répondit Sancho, mais il me semble difficile que vous puissiez lui parler ou la voir, tout au moins dans un endroit où elle puisse vous donner sa bénédiction, à moins que ce ne soit par-dessus la clôture de la basse-cour où je l'ai vue la première fois, lorsque je lui ai apporté la lettre, où il était question des sottises et des folies que vous étiez en train de commettre au cœur de la Sierra Morena. Est-ce possible, Sancho ? Dit Don Quichotte. Comment as-tu pu prendre pour une clôture de basse-cour l'endroit où tu as eu cette grâce et cette beauté qu'on ne louera jamais assez ? Mais voyons, ce ne pouvait être que les galeries, les corridors ou les balcons, ou je ne sais comment on les appelle, d'un somptueux palais royal. Voilà, je m'arrête là. La raison pour laquelle j'ai cité cet extrait du chapitre 8, de la deuxième partie du Quichotte, c'est parce qu'on y trouve, bien sûr, alors bon, il y a la folie réinterprétative de Don Quichotte, mais c'est pas ça qui m'intéresse ici. On y trouve plusieurs choses. On y trouve le parallèle entre le maître et son valet et les 2 chevaux, en fait, et donc il y a, dans Graal Flibuste, Cloto, le cheval, joue un rôle assez important aussi. On y trouve la nécessité de s'arrêter avant le but, parce que la nuit nous prend de vitesse. Il y a tout un passage dans Graal Flibuste dans lequel le cocher fait remarquer au maître qu'ils trouvent toujours à se loger, à être hébergés, même quand ils n'ont rien prévu. Et donc il y a toute cette question du crépuscule et des journées et des arrêts pour la nuit qui rythment en fait le récit, dans une sorte de perspective un petit peu métafictionnelle. Donc voilà, donc il y a tout ça. Et puis il y a aussi la question de la description des lieux, ici la haie, évidemment, la haie de la basse-cour, que Don Quichotte réinvente en corridor-balcon d'un somptueux palais royal. Il y a également cette espèce de dualité descriptive des lieux dans Graal Flibuste. Voilà, donc il y avait ces 3 éléments-là, et c'est pour ça que j'ai lu cet extrait du Quichotte. Je lis à présent un poème, un texte d'Henri Michaud, tiré de Mes propriétés dans la nuit remue. C'est pour ceux qui possèdent le Pléiade de Michaud, enfin le Pléiade en plusieurs tomes de Henri Michaud, c'est dans le tome 1 à la page 487, et puis pour ceux qui n'ont pas le Pléiade ou les Pléiades de Michaud, c'est bientôt Noël, faites-vous offrir les Pléiades de Michaud. Projection.
Cela se passait sur la jetée d'Honfleur. Le ciel était pur. On voyait très clairement le phare du Havre. Je restais là en tout bien 10 heures. À midi, j'allais déjeuner, mais je revins aussitôt après. Quelques barques s'en furent au moule à la marée basse. Je reconnus un patron pêcheur avec qui j'étais déjà sorti et je fis encore quelques autres remarques. Mais en somme, relativement au temps que j'y passais, j'en fis excessivement peu. Et tout d'un coup, vers 8 heures, je m'aperçus que tout ce spectacle que j'avais contemplé pendant cette journée, ça avait été seulement une émanation de mon esprit. Et j'en fus fort satisfait, car justement je m'étais reproché un peu avant de passer mes journées à ne rien faire. Je fus donc content, puisque c'était seulement un spectacle venu de moi, cet horizon qui m'obsédait, et je m'apprêtais à le rentrer. Mais il faisait fort chaud, et sans doute j'étais fort affaibli, car je n'arrivais à rien. L'horizon ne diminuait pas, et loin de s'obscurcir, il avait une apparence peut-être plus lumineuse qu'auparavant. Je marchais, et quand les gens me saluaient, je les regardais avec égarement tout en me disant « Il faudrait pourtant le rentrer cet horizon, ça va encore empoisonner ma vie cette histoire-là !» Et ainsi arrivai-je pour dîner à l'hôtel d'Angleterre, et là il fut bien évident que j'étais réellement à Honfleur. Mais cela n'arrangeait rien. Peu importait le passé. Le soir était venu, et pourtant l'horizon était toujours là, identique à ce qu'il s'était montré aujourd'hui pendant des heures. Au milieu de la nuit, il a disparu tout d'un coup, faisant si subitement place au néant que je le regrettais presque. Donc ce texte s'appelle « Projection ». Et les liens d'imaginaire ou d'imagination que j'entrevois avec Graal Flibuste sont assez nombreux, parce qu'il y a justement cette espèce d'hésitation permanente entre la projection de l'esprit, dans le texte, et une émanation de mon esprit, et la réalité. J'étais réellement à Honfleur, sur lequel j'ai insisté dans ma lecture, parce que c'est en italique, et c'est le seul passage en italique du texte. Ce qui est intéressant aussi, c'est la réflexion que se fait le narrateur imaginateur, je ne sais pas comment il faut dire, le narrateur projecteur. Avant tout, la projection, c'est la projection cinématographique. Il crée l'image. Et on trouve ça aussi dans Pinget, parce qu'on a toujours l'impression, dans Graal Flibuste, on ne sait jamais trop si on est dans une espèce de totale projection fantasmatique imaginaire, ou si ce voyage, ce périple de Brandon et du narrateur relève d'une forme parallèle ou symétrique à une certaine réalité, ou censé être un décalque d'un certain réalisme. Donc voilà, il y a toute cette question-là aussi. Michaud, lisez Michaud. J'avais d'ailleurs déjà, je crois, si j'essaie un petit peu de pas totalement divaguer, j'avais fait un lien déjà intertextuel entre Pinget et Michaud lors de la première vidéo consacrée à un livre, ça va être la numéro 4, Entre Fantoine et Agappa, puisque la dernière partie d'Entre Fantoine et Agappa est à rapprocher du voyage en Grande Garabagne de Michaud. Donc là, il y a peut-être un parallèle, assez surprenant d'ailleurs, parce que stylistiquement, et même dans l'imaginaire pictural lui-même, Pinget et Michaud, c'était pas des rapprochements que j'avais fait avant de me relancer dans ce projet. Donc c'est maintenant que ça me frappe. La dernière lecture que je veux faire, c'est extrait d'un essai assez peu connu en fait, qui pour moi est un essai, est un livre de critique absolument majeur, qui a maintenant 20 ans, presque 20 ans, publié en 1999, c'est Literature de Ross Chambers. Et Literature de Ross Chambers, c'est un livre, alors Literature, en fait, c'est un concept qu'il a forgé, qui est littéralement, c'est un mot valise, mais ça serait littéralement, si on décompose le mot valise, la littérature de la flânerie. Puisque loiter, ça veut dire trélasser, c'est errer sans but. Alors bien sûr, cette question de l'errance sans but, elle l'amène Ross Chambers du côté, bien sûr, du picaresque, du côté de Tristram Shandy, Don Quichotte, etc. Donc mais en fait, il l'interroge plus en fait à l'aune de la modernité. Alors, on a bien sûr Apollinaire, Pérec, il parle beaucoup de Jacques Réda, donc c'est un livre qui me... Enfin, beaucoup, il parle de Jacques Réda. C'est pas tous les critiques, et notamment pas tous les critiques anglophones, en l'occurrence américains, qui s'intéressent à Jacques Réda. Donc tout ça m'avait rendu ce livre, on va dire, assez sympathique, mais c'est vraiment un livre intéressant. Alors là, je ne l'ai pas relu, je l'ai reparcouru, I loitered through literature.
Et il me semble qu'il y a vraiment, il y aurait, parce que là je n'ai pas le temps dans le milieu, il y aurait vraiment toute une étude à faire sur cette question de la literature, de la littérature flânerie, de la littérature sans but, de la littérature divagation, à propos des premiers textes de Pinget, mais peut-être pas seulement des premiers en fait. Est-ce qu'il n'y a pas là un courant qui traverse toute l'œuvre de Pinget? C'est une question que je me suis posée. Je vais lire le début. En fait, il faudrait tout lire, hein. Il faudrait vraiment tout lire, mais je vais lire le début du troisième chapitre, c'est au tout début, page 56, ça a été publié, je crois, par la University of Michigan Press, faudrait que je vérifie, non, je dis des bêtises, University of Nebraska Press, pardon, je crois qu'il a enseigné à l'Université du Michigan à l'époque, d'où ma confusion. Et ce troisième chapitre s'appelle Loiterly Subject, c'est-à-dire des sujets divagants. Loiterly, c'est là aussi une invention. Lately, I've been thinking some more about Jacques Tati, see chapter 1. That persona of his, Monsieur Hulot or mon oncle, is a good first approximation of the Loiterly subject. Amiable, eccentric, well-meaning, avuncular, but out of sync with the patterns and rhythms of modernity and hovering a bit anxiously on its edges. He is neither rejected by modern life, which just doesn't have much of a place for him, nor explicitly and trenchantly critical of it, although everything about his personality and position expresses mute implied criticism. My Uncle Toby is his ancestor. Et Uncle Toby, c'est le personnage de Tristram Shandy, enfin, c'est un des personnages centraux de Tristram Shandy. And Jacques Reda is a cousin, putting along the freeway on his moped, while lost in his own beatific and dizzying personal ride to the sources of the sin. The Loiterly subject does not share Monad's intense anger, but one can imagine him, he is usually male, like Rameau's nephew, although not so readily impertinent, with straw in his hair on occasion, or like Passepartout, as adept at getting into trouble, though misplaced curiosity as at getting himself out of it again, through skill, charm, sophistry, or sheer good luck. Cette parenthèse est super importante en fait. Hein. Skill, charm, sophistry, or sheer good luck. Et je crois que la structure divagante des romans de Pinget, et notamment des premiers romans du Renard et la Boussole et de Graal Phlébuste, il y a beaucoup à dire là. All these uncle and nephew figures, autre chose là aussi, ça n'apparaît pas encore au début de l'œuvre de Pinget, mais plus tard, l'œuvre de Pinget va se peupler d'oncles et de neveux en fait. Hein. De paternité ou de lignage indirect. All these uncle and nephew figures suggest a somewhat marginal membership in the social family, and there is something solitary about most Loiterly subjects, or there would be if they didn't have friends among those of their own ilk, or drawn to them like Diderot's hi to he, and if they didn't form a kind of family group of their own, the community of those who are marginalized from in the community of the established. Thus, they always seem to have someone, usually, but not necessarily a fellow idler, eccentric or entertainer, with whom to pass the time of day. And like the court buffoon addressing the prince, or Diogenes cutting Alexander down to size, they hobnob sometimes on equal terms with the great. Donc c'est juste le premier paragraphe de ce chapitre 3, je disais qu'il aurait fallu tout citer, il y a des passages absolument essentiels dans le reste, hein, parce que la deuxième partie s'appelle Towards the Poetics of Digression, vers une poétique de la digression. Le chapitre 3, je crois, s'appelle Lessons in Criticism, là encore avec un autre mot valise, que là pour le coup je serais bien embêté de traduire, mais c'est la critique des créatures, hein, la critique des petites bêtes en fait, la critique via les petites bêtes. Et donc là, il va parler en fait aussi des narrateurs animaux. Bon voilà, c'est un livre très important, Literature, et voilà, je l'ai aussi lu, cité dans cette vidéo pour prendre date. C'est pas pour le remiser ensuite, c'est vraiment pour essayer de me replonger plus en détail dans la conceptualisation de cette literature, de cette littérature de la flânerie par Ross Chambers dans le cadre de ce projet Pinget. Voilà, c'est un peu long, comme d'habitude, je pense toujours que ça va faire 10-12 minutes et ça en fait 19. C'est comme ça. Bonne journée et bientôt la numéro 10.